La rediff. Bonjour amis rôlistes et amis non rôlistes ou moins rôlistes en tout cas. Je Bonjour à tous. suis je suis cette fois avec donc Siltarius que je sais pas dans quel ordre vous aurez regardé les rediffs, mais peut-être que du coup vous avez vu vous l'avez vu peut-être pour la table ronde qui était la même jour auquel on tourne enfin on enregistre là maintenant et aussi de la partie de jeu de rôle sur l'univers d'Elestria dont tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Mais je te laisse déjà par te présenter, comme tu t'es présenté tu t'étais présenté aussi tout à l'heure ce midi. Mais vu qu'il y en a qui peut-être qui regardent pas les tables rondes et qui regardent juste les interviews ou Pas de inversement, donc souci. je te laisse te représenter du coup. Sylvain Garnier, petit pseudo internet Siltarius, bien sûr, l'auteur d'Elestria, un projet qui date déjà un petit peu et qui travaille dans le médical, sinon à part ça. Ça fait combien de temps que tu es que tu fais du JDR? Alors, ça doit faire pas loin de 30 ans, ouais. J'ai commencé très jeune, parce que je suis pas très vieux, mine de rien, même si on pourrait croire que non. Et j'ai commencé, ouais, vers 8-9 ans avec l'Appel de Cthulhu et puis Donjons Dragons évidemment, hein, les classiques. À l'époque, pas d'internet, pas de choses comme ça, donc on prenait les bouquins qui traînaient et voilà. Et puis après, j'ai découvert de plein d'univers, certains que j'ai particulièrement appréciés comme Colonial Gothic, d'autres où j'ai eu un petit peu plus de difficultés parce que des lores un peu importants, les 5 Pavillon Noir, mais plein de jeux. Et à l'issue de tout ça, j'ai fait ma réflexion et je me suis dit qu'il fallait que je me lance sur mon projet. Sur mon projet, donc projet Elestria, que je travaille depuis 4-5 ans environ, avec toute une petite équipe et un jeu qui commence à bien tourner, des bouquins de base qui sont créés, des illustrations qui commencent à arriver, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, sur le Discord, le Facebook, l'Insta, le Twitter et tout ça là, et le site internet. Et puis maintenant, passer dans les cons et puis éventuellement trouver un éditeur. Là, le projet actuellement, il en est au point du coup. Enfin, vous êtes, il est au point. Il est quoi? Il est en bêta, il est en alpha, il est fini, il est prêt à être chez l'éditeur. Vous en êtes à quel point? Là, il est en alpha prêt à être édité. Globalement, les textes sont faits, les bouquins de base sont faits, il y a 2 campagnes qui sont faites, une trentaine de scénarios qui ont été joués, qui ont été testés et qui sont écrits. Globalement, les illustrations commencent à arriver, la feuille de personnage est faite, le monde a été décrit dans un livre, bien sûr, particulier, avec une évolution, un calendrier, une géographie, hein, comme on parlait tout à l'heure, pour pouvoir faire sa campagne, pour pouvoir jouer. Donc la partie écriture est quand même très avancée, même si évidemment c'est pas parfait, et puis il y aura de la relecture lors de la mise en page. Mais là, on en est, ouais, quand même au côté recherche d'éditeur, vraiment cadrer le projet, savoir exactement ce qu'on va en faire, ce que je vais en faire. Alors chez un Tu, éditeur, dis-moi tout. Vas-y, c'est vas-y. un éditeur qui passe, c'est ça. Euh, Exactement. tu quels ont été les univers qui t'ont un peu bercé et qui t'ont on entend derrière toi. Y a pas de souci. Donc je disais quels ont été les univers qui t'ont bercé et dont pas forcément tu t'es inspiré, mais donc qui t'ont donné envie de faire un jeu de rôle sur cette thématique-là. Et si tu peux rappeler en même temps la thématique, du coup. Alors pour les jeux qui m'ont inspiré, c'est principalement Donjons Dragons. Donjons Dragons m'a beaucoup inspiré parce que je voulais plus faire ça. Vraiment, je voulais plus faire Donjons Dragons, c'est-à-dire, avoir de l'équipement, avoir, du matériel, récupérer de l'argent pour avoir plus de matériel, pour avoir affronter des choses, différentes et j'ai voulu en fait que le personnage se suffise en lui-même et qu'il puisse aller vivre l'aventure, peu importe l'époque, peu importe où il se trouve, qu'il ait juste ce petit plus, cette espèce de petite sacoche là ou ce petit savoir et vraiment, à la MacGyver ou un personnage qui n'a pas besoin d'équipement, il va découvrir, il va parcourir l'aventure et il va aller où il le souhaite. Et également avec Donjons Dragons, j'ai découvert que pour aller sous l'eau, pour aller dans les airs, à chaque fois il faut un équipement particulier, il faut du matériel, des potions, des parchemins, des anneaux, c'est toujours l'enfer. Si vous voulez dans les flammes, c'est pareil.
Si vous voulez aller dans l'espace, c'est toujours un petit peu compliqué. Et là, donc, Elestria, c'est un peu l'antithèse de tout ça. Il y a d'autres jeux également hein, qui m'ont servi pour limiter au maximum le nombre de compétences. C'est pour ça que dans Elestria, il y en a que 6. Et elles servent pour toutes les époques. Selon ce qu'on peut faire, il n'y a pas besoin d'une très grande quantité de compétences. On n'a jamais la bonne. Ah, il me manque celle-ci, ah, il me manque celle-là. Et ben non. On a toujours un petit peu celle qu'il faut. Et puis avec des bonnes idées, on développe les choses. Et je voulais également que le jeu soit assez libre, que le système monétaire soit présent, mais n'ait pas une grosse importance. Ce qui fait que, au total, les joueurs vont interpréter des adeptes. Des adeptes, c'est-à-dire des personnages qui vont pouvoir maîtriser les éléments qui se trouvent autour d'eux. Que ce soit l'air, l'eau, le feu, la terre, le métal, le vide. Le vide est un petit peu particulier, je pense qu'on y reviendra. Mais ils vont pouvoir manipuler ces éléments pour les retirer, pour les ajouter, pour les manipuler, pour se protéger, pour se soigner. Bref, ça va être suffisant. Il n'y aura pas besoin d'épée, d'armure, de baguettes magiques ou autre. Et avec ces éléments, dans l'Estria, ils vont pouvoir aller sur un monde médiéval qui est redescendu au niveau technologique médiéval parce qu'avec le métal, bien sûr, les technologies avaient pris le pas de manière importante. On est redescendu à un âge médiéval. Et avec les iris, une sorte de portail, ils vont même pouvoir aller dans d'autres univers. Certains connus, certains moins connus, d'autres historiques, ou au choix du maître du jeu. Il va pouvoir les développer comme il le souhaite. Et avec cette maîtrise élémentaire, un adepte de l'air va pouvoir suivre l'aventure avec Sherlock Holmes et pouvoir flairer la piste, pouvoir faire claquer une porte pour éviter un danger. Celui du métal va pouvoir également suivre l'aventure, éventuellement déverrouiller une serrure ou tordre la balle dans un pistolet pour éviter de se faire tirer dessus. On va également pouvoir naviguer en 1715 dans les Caraïbes. On va pouvoir aider des Vikings en Suède en 860 à attaquer éventuellement la Norvège. On va pouvoir sauver Ramsès II en moins 1279 à Thèbes après le décès de sa femme Néfertiti. On va pouvoir aller dans l'espace. Bref, on va pouvoir aller où on le souhaite. Et également déjà sur Elestria, parce que le monde est assez large. On va pouvoir par exemple faire un des scénarios qui consiste à vivre l'aventure complètement sous l'eau, ce qui ne pose pas de difficulté, vu que certains respirent sous l'eau, d'autres peuvent manipuler l'air pour pouvoir respirer sous l'eau également. Et on va pouvoir se jeter à l'aventure, interpréter une sirène, une sibylle de l'eau, plonger dans l'eau et vraiment découvrir les ruines anciennes de l'Atlantide. Et accessoirement, rencontrer éventuellement des créatures un peu mystiques. D'ailleurs, je fais remarquer également que, comme Donjon Dragon, eh bien, les créatures mystiques sont rares. À l'inverse, dans Elestria, les méta-créatures, les méta-monstres sont relativement rares. Je voulais pas qu'il y ait une débauche de créatures. Je voulais simplement qu'il y ait quelques créatures qui apportent un petit plus, qui apportent ce côté un petit peu exotique, côté où on aimerait éventuellement les rencontrer et également pouvoir même les utiliser pour monter dessus, pour discuter avec elles, négocier avec elles éventuellement, voire les affronter pour certaines évidemment quand elles sont atteintes de corruption. Alors, au cas où s'il y en a qui poseraient les questions du coup sur les voilà, sur les rediffs, la carte qui est derrière n'est pas la Ah carte non, d'Elestria. Voilà. c'est pas la carte d'Elestria. Ça viendra, mais c'est pas celle d'Elestria. Voilà. D'ailleurs, oui, je suis très fan de Donjon Dragon. Pour ceux qui reconnaissent, c'est les Royaumes oubliés, un jeu que j'adore. Est-ce que, tiens, pour les pouvoirs donc des élémentaires, du coup, ça, on peut, il y a quand même pas mal de jeux de rôle qui se basent sur les éléments, hein, surtout dans du médiéval fantastique. Est-ce que là, tu es parti, par exemple, avec un petit clin d'œil, par exemple, à Avatar, le dernier maître de l'air? Clairement, clairement. On va se mentir, c'est sûr. L'Avatar, le dernier maître de l'air, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc l'air, l'eau, le feu, la terre. Ça Également va même le plus loin, métal, ouais. qui va apparaître progressivement dans Korra, je crois. Le vide apparaît un petit peu moins, même si l'avatar peut aller dans le monde des esprits. Alors, le vide, c'est pas tout à fait ça. Évidemment, il y a également L5R, hein, avec les anneaux élémentaires, qui permettent de réaliser certaines actions ou autres. Les pouvoirs, bien sûr, également dans Donjon Dragon, hein, celui élémentaliste du feu, élémentaliste de l'air, de l'eau. Le jeu, d'ailleurs, Avatar, le dernier maître de l'air en version amateur. Il va y avoir également toutes sortes de choses qui peuvent s'en approcher. La différence dans Elestria, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'il y a une liberté complète. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser et vous allez pouvoir le manipuler comme vous le souhaitez. Donc tu n'imposes pas de sortilège prédéfini ou de Alors forme justement, voilà, d'utilisation. exactement. Il n'y a pas de sortilège prédéfini, il n'y a pas de nom de sortilège. Vous faites ce que vous voulez de votre élément.
Bien sûr, vous allez me dire, si on fait ce qu'on veut et que les autres font ce qu'on veut, tout le monde fait ce qu'il veut et puis ça ne marche pas. C'est là où les règles interviennent pour pondérer votre action. Ça va être une échelle. Alors c'est 1 à 10 parce que j'adore les D10. Un peu comme dans Vampire, Loup-Garou, Mage, pour ceux qui connaissent, ou Ars Magica d'ailleurs, qui s'inspire également de fabriquer ses sorts comme on le souhaite. Et donc ça va être simplement pondéré pour pouvoir bien sûr s'opposer avec une réelle opposition. Donc il va savoir cette pondération qui va de 1 à 10. Les joueurs étant souvent à 3 ou 4 pour manipuler déjà une quantité d'éléments certaines pour pouvoir faire des choses. Et il va y avoir des contre-pouvoirs qui va être déjà ne serait-ce que la présence d'éléments. Le vide étant basé sur la narration, un vide entre deux personnes, une gourde, une pièce qui est vide, va permettre de pouvoir utiliser le vide. Le feu, bon, c'est assez simple, hein, bien sûr. Si vous êtes au milieu d'un brasier, vous avez du feu. Si vous êtes sous l'eau, ça devient plus compliqué. Quand vous êtes sous l'eau, la flotte est présente, mais quand vous êtes dans les airs, c'est moins présent, ainsi de suite. Pour celui de l'air qui va être sous la terre, ça va devenir un peu compliqué. C'est un contre-pouvoir qui est assez faible parce que ça permet quand même aux joueurs de vraiment faire ce qu'ils peuvent. Déjà à 2-3, ils peuvent déjà faire beaucoup de choses. Et un autre contre-pouvoir que j'ai mis dans Elestria, c'est la corruption. La corruption étant ce petit message peut-être éventuellement politique d'Elestria, c'est un contre-pouvoir qui va venir de l'abus de l'utilisation de ce pouvoir. Et l'abus de l'utilisation de ce pouvoir va faire plonger le personnage, la personne, la créature éventuellement, du côté un peu obscur de la force, qui va le faire dériver, qui va le faire plonger un petit peu dans les méandres et dans le sombre, dans le côté corrompu. Et une fois qu'il va l'avoir, il va y rester. Et il va l'accumuler au fur et à mesure, et ce qui fait que les méchants ne sont pas initialement méchants, ne se réveillent pas un matin, je vais détruire le monde, ça y est, j'ai envie, ce matin. Ils vont pas détruire le monde comme ça, ils vont d'abord utiliser leur pouvoir, puis utiliser cette part de corruption, parce que ce sera peut-être plus facile, permettra de lutter plus facilement pour ce qu'ils veulent faire. Et puis tranquillement, ce pouvoir va finir par dégénérer, va finir par prendre l'emprise sur eux, jusqu'au moment où il va y avoir une bascule. À ce moment-là, ils seront corrompus. Et évidemment, il y a d'autres également, des technologies. On imagine bien que celui qui balance du vent se protège bien. Comme j'ai dit, on peut aller même dans l'espace. Au sabre laser, les éléments ont un petit peu plus de difficulté face à un vieux mousquet ou à une arbalète. Donc là également, un contre-pouvoir qui peut être présent. Et bien sûr, Ok. ça va être prétexte à de nombreuses aventures. Donc du coup, tu commençais du coup un peu à nous expliquer. Donc du coup, le système, tu es parti sur un système donc de D10. Ah oui, alors oui, c'est un système des 10, lancer plusieurs des 10. Le système de lancer plusieurs des 10 que j'ai pas voulu, même si certains jeux le font très bien, moi j'ai pas voulu ça, c'est-à-dire que plus on va lancer de des 10, moins il y aura de risque de faire un échec critique. J'estime que si quelqu'un a plusieurs des 10, il y a moins de risques, alors que si vous avez plusieurs des 10 et que les 1 par exemple enlèvent des succès, plus vous allez lancer de des 10, plus vous risquez de faire de 1, donc moins vous risquez de faire de succès. Statistiquement, c'est pas forcément l'idéal, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Les D10 peuvent se relancer, ce qui permet effectivement à celui qui ne sait pas, ou qui fait plusieurs 10, de balancer plein de 10, jusqu'au moment où, si la moitié font des 10, ça va faire des succès critiques. Alors là, ça va devenir des actions d'éclat monstrueuses. Donc c'est du D10, un nombre de D10, souvent ça va jouer un petit peu, ça va être entre 4 et 8, 9 D10 à peu près par action, avec 7 ou plus. Les 10 se relancent, plus on a de succès, plus on a de succès, moins on a de succès, moins on a de succès. Bien sûr. Et également des pouvoirs ajoutés, la chance, parce que j'aime bien ce petit coup de bol qui va donner des succès supplémentaires. Il va y avoir également le credo, un code de conduite, c'est-à-dire que votre personnage, s'il est spécialisé dans l'artisanat, va avoir quelques points de credo qui vont lui donner des succès automatiques. Et donc votre spécialiste artisan aura plus de mal à se faire damier le pion par celui qui n'a jamais rien fait, mais qui lance les dés et qui obtient un 10. Et vous lancez 4 dés et vous ratez. Eh bien non, vous pouvez utiliser votre credo, et plus vous allez jouer votre personnage et insister, plus vous allez gagner ces points-là, qui vont vous permettre encore plus de renforcer votre roleplay, votre interprétation. Alors J'ai mis... Vas-y, on a vas-y. vu un peu quand on a pu regarder un peu, enfin pour ceux qui ont suivi la partie, si j'ai bien compris, en fait, tu avais mis le succès à partir de 6, c'est ça? Alors sur la macro de l'ordinateur, parce que c'était donc 6, strictement au-dessus de 6, donc 7 ou plus. Ouais. Mais non, c'est 7 ou plus. Alors pourquoi du coup en fait avoir mis justement c'est pour équilibrer par rapport à la difficulté ou enfin Alors pourquoi pourquoi avoir avoir choisi mis 7 ou plus? ouais sur un jet de dé à 5 Euh, ouais.
Alors pourquoi avoir mis 7 ou plus? Certains sont à 8, mais demandent moins de succès. Lancent moins de dés, mais demandent moins de succès. Vampire, cops, mage, loup-garou, pour ceux que je connais. Le seuil peut être modifié. Ça va plutôt être pavillon noir, par exemple, pour celui qui me vient le premier en tête. Je voulais un système assez simple, qui offre assez facilement des succès si les idées sont bonnes. Est-ce que ça rejoint une part narrative? C'est possible, mais c'est-à-dire le personnage, il a un pouvoir, il peut l'utiliser et il est pas sans cesse à: «Ah, j'ai raté, j'y arrive pas, je manipule le métal, mais non, bah, cette toi, j'arrive même pas à tordre une barre en fer parce que, bah, voilà, je lance les dés, c'est nul». C'est un peu dommage, donc effectivement, c'est peut-être un peu facile, même si j'ai des même si j'ai dû rajouter le créneau parce qu'il y en a qui font suffisamment d'échecs comme ça. Même en lançant une dizaine de dés, sont capables de me faire que 2 succès, même si statistiquement, ça dépasse toutes les statistiques. Donc non, 7 ou plus, ça se passe assez bien. Le jeu a été testé sur, une campagne complète, jouée 3 fois, une autre campagne avec un autre âge et un autre système de replay, testé une fois et j'ai dû faire jouer une 150 joueurs différents pour le moment et le jeu a été masterisé par, 3 autres personnes en dehors de moi et la mécanique a priori fonctionne. D'accord, si vous aviez essayé justement avec un système des 20 ou un système des 100 par Des exemple. vins interdits par la loi! Ah J'avais oui? dit, pas comme Donjon Dragon, donc pas de D20. Alors le D20 Ah ouais. j'adore, sur certains jeux. Le D20 va avoir ce côté limitant, que je vais pas pouvoir avoir mon système de points de 1 à 10 pour, mon système parce que si le 4 et le 5 vont être très proches, si c'est juste un +1 qui différencie et en fait le système des 20 va couper parce que ça va être succès ou ça va être raté sur un seul dé et ça va apporter moins de finesse, moins de recherche. Ça va apporter plus facilement des succès critiques ou des échecs critiques, une question statistique, hein. Sur un des 20, il y a plus de chances de faire 20 qu'un succès critique ou qu'un échec critique, peu importe le jeu, hein. Inversement, sur plusieurs dés, ça devient plus difficile. 4 dés, faire 2-10, les statistiques sont moins bonnes. Ce qui est valable pour tous les systèmes de G, hein, pas spécialement l'Estria, hein. Ouais. Ce qui est valable sur tous les systèmes de G de dés, c'est pour ça que j'ai choisi ce système-là. Et parce que le D10, parce que c'est un dé qui est cool et qui n'est pas un polygone de Pythagore. De Euh, Platon, pardon. ouais. Polyèdre de Platon, excusez-moi. D'accord, parce que je parle là-dessus parce qu'en fait, j'ai pu. Alors, j'ai beaucoup joué du coup avec des systèmes décents et sur un jeu de rôle, un fait maison, j'ai pu découvrir un système sur un D20 avec une base sur la feuille de perso avec 1, 2, 3 voire 4 points qui s'ajoutaient au dé et en fait le MJ en fonction de la difficulté qu'il annonçait et bah soit il fallait faire au-dessus de 5, soit il fallait faire au-dessus de 10, soit il fallait faire au-dessus de 15. Donc une action facile c'est au-dessus de 5, une action moyenne à Ça, réussir c'était 15 c'est Donjon Dragon, et sur les c'est le même systèmes des système 20, hein. c'est le même système que C'est le système des 20 classique. ouais, C'est-à-dire que le système des d'accord. 20, que ce soit Star Wars, que ce soit Rokugan, que ce soit Donjon Dragon, peu importe le système, c'est un système des 20 classique, hein, faut faire un succès. Le côté où mes joueuses étaient pas fans, je suis désolé pour la misogynie, mais c'est elles qui me l'ont dit, elles détestent compter. Un des 20 plus le bonus en force, plus le bonus à cet endroit-là, plus j'ai eu ça, et puis je rajoute ça parce que je suis positionné comme ça rajoute des dés. Ça remplace pas Rokugan avec le roll and keep, hein, c'est-à-dire les 8 des 10 et puis vous en gardez 4 et vous gardez les meilleurs, puis commencez à faire des calculs scientifiques là, que je déteste. Le jeu est super, hein, le jeu est génial, hein, L5R c'est un très 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 bon jeu, hein, mais le système, j'aime pas, je suis pas fan. Donc non, c'est pour ça. Alors effectivement, du système des D'accord, 20, OK. ça pourrait être facile, hein, mais s'il fait, c'est que ça va jouer sur un bonus de 1. Et donc celui qui est mauvais, il lance un des 20, celui qui est bon lance un des 20. Et celui qui est mauvais a une chance statistique de faire 20, celui qui est bon a une chance statistique de faire 20, mais elle est la même. Et donc le mauvais peut parfaitement arriver à briller. Ça peut être sympa pour un combat ou autre, mais pour Alestria, je le voyais un peu différent, et pour doser les pouvoirs, c'est le système qui s'y prête le mieux. D'accord, OK. Et tu devrais prendre une récupération, et oui, parce que j'ai même utilisé ce pouvoir-là, les récupérations, pour récupérer de la vie. Je voulais pas que les personnages passent leur temps à dormir, ce que je faisais quand j'étais gamin, quand je jouais à Donjon Dragon, parce que magicien avec un seul sort, il fallait dormir 8 heures pour en récupérer un. Alors maintenant, c'est de la chance, hein. Vous faites les récupérations courtes, les récupérations longues, là, avec Héros et Dragons et tout ça, là, c'est super. Mais à une époque, il fallait dormir 8 heures sans être dérangé pour avoir son projectile magique pour la journée. Il fallait pas le rater, hein. Il fallait prendre le bon sort. Ouais. C'était un petit peu l'enfer. Donc là, pour les récupérations, pour donner un peu de peps au jeu, on peut prendre les récupérations automatiquement. Et par contre, le système, je l'ai voulu vraiment des combats courts.
On a peu de points de blessure ou des points de fatigue. Il y a les deux termes. Fatigue étant pas forcément la fatigue uniquement physique, mais étant également la fatigue psychologique. C'est pas toujours sympathique de voir patient, enfin le personnage. Je traverse les égouts là, en mangeant des rations. Je traverse les égouts, puis je ressors, je suis en pleine forme. Non. Tu vas prendre des points de fatigue parce que l'hygiène, t'aimes bien te promener dans les égouts, mais c'est non. Voilà, donc tu vas prendre des points de fatigue parce que traîner dans la boue jusque-là, il y a un moment, ça te saoule. Manger des rations moisies, c'est pareil, tu vas prendre des points parce que tu aimes bien manger un bon repas. Donc à l'auberge, par contre, effectivement, tu prends un bon repas, tu prends un bon bain, bah, tu regagnes des points de fatigue, mais inversement, t'en perds si tu fais pas. Dormir accroché à la branche d'un arbre avec une corde pour éviter de se faire bouffer par les bestioles, c'est ce que je faisais à Donjon Dragon gamin aussi. Ça, c'est pareil, tu as le droit de prendre des points de fatigue. Et les blessures, bah, pour les coups physiques. Mais la fatigue, ouais, ça va être peur, les problèmes psychologiques, voir quelqu'un de mort, voir quelqu'un qu'on a vu souffrir, tout ça. Et la récupération permet de récupérer l'un ou l'autre. À l'heure actuelle, Elestria comporte combien de one-shot et combien de campagnes? À l'heure actuelle, Elestria comporte 30 scénarios et une campagne de 10 sessions, 10 scénarios qui sont bien sûr allongeables, hein, et une autre campagne d'à peu près encore 10 scénarios. Est-ce qu'il y a... Écrits et testés. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être prévus de campagne et d'autres scénarios? Alors, la première campagne se joue au 3e âge d'Elestria. L'autre campagne se joue au 4e âge d'Elestria avec un changement complet du monde et avec un changement légèrement sur la feuille. Le même système de jeu, mais changement sur la feuille. Et je m'apprête à également écrire le 5e âge, où au total, les personnages, le système sera vraiment différent. Pas le système de dés, mais le système de perception des éléments et des choses comme ça. Et j'écrirai également le premier âge, où dans la campagne d'Elestria, dans la vie d'Elestria, c'est là où les éléments se déchaînent, le métal n'est pas encore arrivé, donc tous les problèmes de société et tout ça ne sont pas arrivés. Et là, ben, on s'enverra à la tronche des tsunamis en répondant à grands coups de volcan dans la gueule et de tremblements de terre. Enfin bref, ce sera une débauche d'énergie élémentaire, donc je pense que pour le fun, ça se fera. Et enfin, un autre projet, Mine Elestria, qui a également été déposé et qui est en cours de test pour faire jouer les enfants. Avec test sur mes gamins, que ça s'est bien passé, bientôt testé sur d'autres, pour du 6-12, parce qu'à partir de 12, je pense que sans trop de difficultés, on peut s'adresser à l'Estria version adulte, légèrement simplifiée, mais sans trop de problèmes. Et puis plein d'autres scénarios qui me tiennent à cœur que je vais construire. J'en ai construit un sur les senteurs, avec tout le panel et tout le champ lexical des senteurs, les 7 senteurs primordiales, un peu comme les trois couleurs, qui permettent de faire tous les décors comme on le souhaite, qui ne sont pas forcément abordables pour tout le monde. Et je pense les goûts, la cuisine, faire le ménage, s'envoler, parcourir tel univers ou tel univers. Donc oui, ça va donner. Les scénarios de campagne d'ailleurs vont emmener vraisemblablement les PJ au-delà des iris et donc ils découvriront plein de choses un petit peu partout dans Elestria. Et j'espère qu'avec le temps, et si on arrive à mettre ça en place, la communauté pourra faire évoluer le monde d'Elestria complètement, avec des masters qui pourront rajouter sur la carte, rajouter sur le site, l'endroit où ils ont joué sur Elestria. Et donc, j'essaierai de retracer tout ça et de remettre en place. Quelques-uns m'ont déjà envoyé des scénarios que j'ai mis en forme pour les faire jouer. Et ça a très bien marché d'ailleurs. À l'heure actuelle, ils peuvent justement passer au-delà des iris et il y a déjà des scénarios qui ont été construits. Et Oui, bien sûr. Et donc, ouais. je suppose ça a demandé beaucoup de... Enfin, suivant les univers, si c'est des trucs un peu plus historiques, par exemple en Égypte, Alors, ça a demandé, je suppose, beaucoup de alors recherche. dans l'Égypte, ça a demandé un peu de recherche, ce qui est très sympa. Alors, globalement, personne n'a visité l'Égypte, heureusement. Enfin, en tout cas, les joueurs que j'ai fait n'ont pas visité l'Égypte. Parce qu'effectivement, il faut savoir, en moins 1279, Néfertiti est effectivement mort. Ramsès II vient de gagner la bataille de Kadesh contre les Hittites, quelques années auparavant. Et il est effectivement à Thèbes. En tout cas, il peut être à Thèbes à cette époque. La Thèbes étant la ville de Luxor, avec la vallée des rois qui se trouve en face, qui est déjà construite. Et donc oui, ça m'a demandé un petit peu de recherche. Quand je vous ai cité les Vikings en Suède en 860, c'était effectivement une époque viking. Ragnar Lothbrok apparaissant à peu près autour de 1870, avec Björn Côte de Fer, comme on le voit dans la série Viking. On peut bien sûr avoir donc Calico Jack,
Black Teach, les Caraïbes, le deuxième âge d'or des pirates autour de 1715 à peu près, même si les 1715 ça commence à devenir un peu compliqué. C'est l'âge d'or de la piraterie britannique. Sherlock Holmes, donc là, moi, c'est le retour que j'ai utilisé en 1894, qui correspond pas exactement tout à fait au canon de Sir Arthur Conan Doyle. Mais j'avais déjà fait ce boulot-là quand j'avais joué à Colonial Gothic. Donc Colonial Gothic 1752, la fin de la Nouvelle-France, 1752-1754 à Québec, principalement, et Montréal. Alors qu'ils vont se faire écraser parce que les troupes britanniques vont passer par l'Acadie, utiliser les Iroquois pour écraser la pauvre petite communauté sur les plaines d'Abrams, à l'ouest de Montréal, me semble-t-il, Québec, le château de Frontenac. On peut se faire plaisir à chercher des faits historiques. À l'inverse, on peut carrément faire autre chose. J'ai fait dans le monde d'Harry Potter, ça se fait très bien. On peut prendre un jeu vidéo, peu importe, prenez le jeu vidéo que vous avez envie. Le jeu vidéo, j'en sais rien, Star Wars, j'ai du fois Red Redemption, je crois, un de mes joueurs m'avait demandé. J'ai fait un médiéval, enfin j'ai fait un Japon, Neo Féodal. Tokyo, en 29 000, je sais pas combien, ils ont des sabres laser, des armures. Mais au total, vos adeptes n'ont pas besoin de matériel. Ils ont leurs éléments, ils vont arriver dans ces mondes-là, alors sous forme à chaque fois humaine, qui correspond un petit peu, parce que sinon c'est vraiment difficile à jouer. Et globalement, ils ont juste leurs éléments et ils vont profiter de l'aventure. Vous allez me dire, ah, mais ils tombent dans les airs. C'est pas grave, il y en a un qui vole. Le mec qui vole naturellement, il va voler, il va retenir ses potes, et puis il faut aller dans l'eau, mais il y en a un qui fait respirer, et puis on va y arriver. Et puis, tout est en acier, celui du métal va pouvoir ouvrir les trucs en acier, on va y arriver. Ah, il y a un truc de roche, et bon, on va y arriver. Et il n'y a pas de souci particulier. Il suffit de prendre une image, de se faire plaisir, un jeu, une histoire, une librairie. Et puis même d'autres jeux, je pense, tu vois, par exemple Grèce antique ou Rome antique, j'irais sur Antica ou sur Imperator d'un ami, là, Bruno Guérin. Et je pense que les scénarios se font très très bien. Ça déséquilibre un petit peu le jeu, mais c'est que pour une période. Et j'ai rajouté 2 modes. Les modes pour ces jeux-là, pour éviter que ça stresse certains joueurs, certaines joueuses, parce que le patriarcat est un petit peu ancien, et plus ancien en tout cas que le féminisme. Il y a un mode historique et un mode fantasy. Un mode historique où les femmes ont de vrais problèmes, les noirs ont également de vrais problèmes, une personne de couleur. 1950 aux États-Unis, au Texas, ça va être un peu compliqué. Quand vous êtes entouré de mecs en capuche blanche, c'est un fait historique. C'est pas moi qui le veux, mais c'est un fait historique. Mais pour pas chagriner certains joueurs ou autres, on peut mettre en mode fantasy. Vous jouez à Londres en 1890 et vous êtes une femme ou un homme, ça pose aucun problème. Ça crée quelques petits soucis scénaristiques, mais globalement, ça se fait bien. C'est à voir avec les joueurs pour éviter d'avoir toujours les mêmes blagues racistes, les mêmes blagues patriarcales, le côté je suis une gonzesse, je peux rien faire, c'est chiant quoi. Là, vous Ouais, pouvez puis sans c'est problème. surtout que ça va limiter après les joueurs dans leurs choix et dans leurs actions, en Ah bah fait. c'est certain, c'est certain. Voilà, t'es globalement une femme. Alors, en plus de couleur, dans certains univers, ça devient compliqué. Même si effectivement certaines on découvre au niveau. Alors c'est par rapport aux règles de la science, mais la science actuelle historique montre qu'effectivement c'était plutôt les hommes qui régnaient et ils n'étaient pas forcément hyper bienveillants vis-à-vis de la population féminine. Ça, j'ai voulu le faire sauter dans l'Estria. D'ailleurs, dans l'Estria, la sexualité également pour les Sibylles ou les génies. Donc être plutôt sous forme masculine ou forme féminine ne pose pas de soucis particuliers. Chacun fait ce qu'il veut avec qui il veut et comme il le souhaite. Certaines branches un petit peu particulières, un petit peu inquisitrices, un peu purgatrices d'ailleurs, qui sont souvent opposées au PJ, sont un petit peu plus conservateurs, mais globalement, sinon les autres font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de raison. Un triton avec une sirène, un triton avec un triton, une sirène avec une sirène, féminin, masculin, peu importe. Chacun fait comme il a envie, je me lance pas là-dedans. On essaie, on fait comme on a envie. Où est-ce qu'on peut trouver donc Elestria à l'heure actuelle? Est-ce que voilà, il y a un Facebook, un Ah, site, un Instagram? alors, il y a un site, elestria.fr, qui est pas hyper à jour, c'est pas trop le temps, mais normalement, il y a des informations, notamment la JDConf, pardon. Désolé pour le deuxième C. Il y a un Discord où des parties sont fréquemment jouées. Globalement, là, actuellement, il y a l'arc bouquet d'excuses, donc celui sur les fleurs et les senteurs, où toute l'histoire va tourner autour des senteurs. Il y a une campagne en sandbox qui est lancée, donc en bac à sable. On a complètement ouvert pour que j'essaye de renforcer un petit peu mon univers et puis que je vois jusqu'où je peux le pousser et jusqu'où je peux aller. Donc il y a plein de petites parties, mais même des one-shots, des parties découvertes. Lors des conventions,
Ma foi, parce qu'il y a des très bonnes conventions, très bonnes conventions virtuelles. JDCon, j'ai fait Draconis, Don des Dragons, Octogone, Utopial, Normandie JDR, Nice Fiction la semaine prochaine également. Donc on peut jouer à l'Estria là-dessus. Et puis c'est présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et bientôt la chaîne YouTube qui référencera sûrement ce que j'ai fait sur d'autres conventions ou autres. Et voilà, principalement. Un actual play prévu sur l'univers? Ce matin, pendant ta convention, voilà, j'en ai fait un également à Draconis. Je suis Ouais, pas très fan des actual plays parce que sous forme de les actual série. plays Hein. sont. Alors ouais, alors les actual plays c'est sympa, mais je suis un peu de la vieux de la vieille hein, sur le papier et j'aime bien que les gens regardent s'ils le souhaitent. Je préférerais carrément qu'ils viennent jouer. Et venez jouer. C'est sympa de regarder les autres. L'aventure est sympa, on vit de l'intérieur et tout. Bah autant jouer. Venez, il y a de la place, on trouvera, on s'arrange. Là ce soir j'ai 4 joueurs, il en faut un autre, c'est pas grave. Allez, venez, on va jouer, on s'éclate, vous êtes dans le jeu, vous avez votre feuille de perso, une poignée de dés, c'est parti. On y va, faut pas avoir peur, les systèmes se fait très bien. J'accompagne les 3 quarts du temps, la plupart du temps j'accompagne, ça roule tout seul, on vous aide. Les règles sont là juste pour habiller les idées que vous avez envie. Envie de plonger dans l'aventure, que ce soit dans le vide, que ce soit dans l'air, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la terre, que ce soit prendre un bain dans une rivière de magma. Banzai. Juste à se faire plaisir. Venez jouer. Voilà, comme ça, il y aura eu 2 messages qui seront passés. 1, venez jouer. 2, on cherche un éditeur. C'est exactement ça. Pour la rediff, vous retrouverez donc tous les liens dans la description, donc le site, tout ce qu'il y a, le Discord, etc. Merci encore, Siltarius, de ta Merci à présence. toi. Et puis merci à la JDCon pour permettre tous ces directs, c'est cool. Merci pour l'organisation. Avec plaisir. Peut-être si tu reviens l'année prochaine et que tu as trouvé un Je éditeur, reviendrai l'année prochaine. Ouais, et en espérant que tu prochaine. trouveras un éditeur et que tu pourras nous dire oui les nouveautés qu'il y a eu, ou même si c'est en projet, oui. en projet participatif, de financement participatif par exemple, ou voilà, tu pourras nous tenir au courant du coup de l'évolution en un an. Voilà. Merci à tous et ouais, ça marche. Et, à bientôt. à bientôt et bon fin de week-end Bonne holistique. convention à tous. Salut.